Monsieur Lamberts, bienvenue à notre plateau de Mediabox. Bonjour. Bonjour, vous êtes rapporteur sur répartition équitable de l'impôt dans les zones transfrontalières et surtout conflits potentiels et possibilités de compromis. Le rapport a bien été adopté dans le Congrès, session du Congrès. Quel est l'objectif de ce rapport? Sous le couvert d'une discussion très technique, on parle d'un problème tout à fait fondamental. Très important pour l'Europe, ce continent qui a la plus grande densité de frontières. On parle du travail transfrontalier. Les gens qui habitent d'un côté de la frontière, ils travaillent de l'autre. C'est très bien, c'est un objectif, c'est quelque chose qu'il faut favoriser, c'est ça qui tient l'Europe ensemble. Mais ça a aussi des conséquences, notamment au niveau de l'impôt, mais pas seulement au niveau de l'impôt. Et il faut d'ailleurs se méfier de tirer des conclusions trop hâtives sur un aspect particulier. Mais ici, on a étudié tout d'abord, on est parti d'un aspect particulier. L'impôt sur les personnes physiques. Vous travaillez quelque part, vous payez de l'impôt et quelqu'un le perçoit et quelqu'un veut faire avec cet argent des dépenses publiques. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien c'est l'État de résidence qui vous impose, ou l'État où vous travaillez, ou les deux un tout petit peu. Mais il y a une chose essentielle, et ça c'est le principe que tout le monde reconnaît. Il faut éviter évidemment que pour le même travail, vous soyez imposé deux fois. Éviter la double imposition, ça c'est un élément tout à fait fondamental dans tout cela. Mais à partir de là, ça devient très compliqué, parce que celui qui touche l'impôt, normalement, les dépenses pour les services publics, pour les infrastructures, pour les activités. Mais si c'est l'État qui a perçu cet impôt, qui n'est pas l'État où vous habitez, alors l'État où vous habitez a des dépenses, mais pas les recettes. Et ça ne lui plaît pas. Et là, on a très vite un grand conflit et on tourne autour de ça. Et alors, l'objectif de ce rapport, ce n'est pas de régler cette question. D'ailleurs, je ne peux que décevoir tous ceux qui croient qu'il y a une solution miraculeuse ou une solution qui va partout. Il faut élargir le débat. Ça dépend d'abord de la situation. Est-ce que les flux des travailleurs transfrontaliers sont bilatérales ou unilatérales? Est-ce que les situations socio-économiques sont très différentes ou comparables? Quelle est la situation en matière de sécurité sociale, allocation familiale, chômage, santé? Quelles sont les retombées de ce genre de travail au niveau de l'impôt indirect, la TVA par exemple, ou d'autres impôts? Celui qui travaille à l'étranger et gagne bien là-bas, mieux que chez lui, il construit chez lui une maison sur laquelle l'État ou la commune en question touche plus d'impôts immobiliers. Donc tout est très complexe. Et il faut élargir pour être vraiment complet, parce que le cherry picking est une qualité humaine universelle. On veut toujours voir ce qui est favorable, mais pas... on ne veut jamais voir ce qui est favorable, on veut juste voir ce qui est moins positif. Ça, c'est l'élargissement. Donc, il faut avoir une étude très approfondie. Et ici, dans ce document, on a simplement fait une étude limitée à l'impôt physique sur les personnes. Et puis, il faut quand même restreindre aussi. Parce que quand on parle de tout et de n'importe quoi et des sentiments, on s'engueule et on se dispute, on fait des remarques un peu légères, comme on en a eu avec... ceux qui ont parlé un jour qu'il n'était pas question de financer les éclairages de Noël par de l'argent public luxembourgeois ou des histoires comme ça. Non, il faut dire, regardons notre situation. Nous vivons dans cette zone frontalière et nous voulons bien y développer. Nous ne voulons surtout pas, ça on a dit aussi très clairement, revenir en arrière. On ne veut pas moins de travail frontalier, on veut même plus. On veut favoriser cette dimension de l'Europe, mais il faut alors se mettre autour de la table et de négocier les conditions d'un juste partage des charges, des infrastructures, concevoir peut-être aussi des services transfrontaliers, faire de la véritable coopération transfrontalière. Et il faut aussi éviter que cette histoire soit uniquement traitée par les capitales nationales, parce que celles-ci, qui sont compétentes en matière d'impôts,
n'ont pas toujours une vue très circonstanciée des intérêts et des besoins des collectivités territoriales frontalières. Donc c'est un contexte très, très complexe. Et ici, on a essayé d'objectiver un peu le problème. On a essayé d'aller regarder à beaucoup d'endroits, mais on n'a pas encore vu tous les endroits où il y avait des choses intéressantes. Et on essaye d'objectiver pour aller plus loin et pour mener finalement à des discussions sans trop d'émotion autour d'une table de négociation où finalement on cherche d'obtenir des équilibres qui sont dans l'intérêt de tout le monde. C'est très compliqué, comme vous dites. En plus, il n'existe pas de solutions miracles, mais peut-être vous pouvez souligner quelques recommandations beaucoup plus spécifiques comme vous avez mis dans le rapport. Oui, dans le rapport, il y a comme toujours dans cette maison du Congrès ici, une résolution et une recommandation. Dans la résolution, d'ailleurs, c'est très intéressant, qui s'adresse aux régions et aux collectivités territoriales. On n'a pratiquement que des éléments qui favorisent et amplifient le phénomène du travail frontalier. Parce qu'on trouve que c'est la bonne voie. Et dans la recommandation, par contre, on s'adresse aux États et on dit, mais si nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il y ait encore plus de travail frontalier que dans le passé, alors vous devez vous occuper par des accords bilatéraux juridiquement bien ficelés de cette juste répartition. Et là, on a plusieurs scénarios possibles. On peut partir du modèle où on impose dans l'État de domicile, tout comme on peut partir d'un modèle où on impose dans l'État de travail, mais c'est alors chaque fois l'autre qui doit toucher une compensation. Et ce qui est assez remarquable aussi dans la diversité européenne, quelque chose que j'ai découvert, je n'aurais jamais cru si on me l'avait dit avant, cette France, qui est un État quand même très, très État. Même parfois un peu centralisé, me dit-on. Eh bien, cette République française, elle a conclu des accords bilatéraux différents avec des cantons suisses où, dans certains cas, l'impôt est payé en Suisse et dans d'autres en France. Donc voilà quelle extraordinaire diversité. Et quand on regarde à la frontière suisse-allemande, on a encore d'autres systèmes. Quand on va voir Belgique, Luxembourg, France, Luxembourg, c'est encore autre chose. Autour du Liechtenstein, il y a vraiment des choses très intéressantes. On m'a dit encore aujourd'hui, je n'avais pas vu ça quand j'avais le rapport, qu'il y avait les gros flux de travailleurs migrants entre le sud de la Suède et le Danemark. Donc c'est vraiment quelque chose de très diversifié et chaque fois, il y a des solutions plus ou moins satisfaisante. Et quand on met tout ça sur une table, on le fait étudier comme on l'a fait ici par des instituts scientifiques un peu qualifiés en la matière, on découvre quand même des choses intéressantes qui vont mieux ou vont moins bien. Et en mettant tout ça sur la table, on arrive toujours à des possibilités d'équilibre, mais l'essentiel est en dehors du partage. Si on limite, ça c'est ma conviction et mon expérience aussi. Je vis dans une région qui est fortement influencée par le travail transfrontalier, la région germanophone de Belgique, où beaucoup de citoyens qui habitent chez nous travaillent en Allemagne ou au Luxembourg. Et beaucoup de gens qui habitent ailleurs en Belgique travaillent chez nous, donc c'est vraiment un cas vraiment intéressant. Mais si on se limite uniquement à des questions de répartition de sous, on n'aura pas les vraies réponses satisfaisantes. Se dire par contre, mais regardons ce que ça veut dire pour notre zone concernée, en termes de transport, en termes d'accès au lieu de travail, en termes d'infrastructures, en termes de petite enfance par exemple, en termes de soins de santé, en termes d'habitudes d'achat ou de loisirs, et regardons comment nous pouvons nous intégrer davantage pour que ça soit encore mieux pour nos citoyens des deux côtés, alors on est sur la bonne voie. Je ne dis pas qu'on a tout de suite une solution, mais on pose le vrai bon problème. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Lambert. Merci. Merci beaucoup et bonne chance.